Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série L'Atelier Contemporain en partenariat avec la maison d'édition de l'Atelier Contemporain. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir un magnifique bouquin de cette série sur Lascaux, écrit par Georges Bataille. Je l'ai dévoré en préparant le podcast, je l'ai dévoré. J'ai eu beaucoup de mal à sélectionner quelques passages pour vous donner envie de le lire. J'espère que ma sélection va vous plaire. Voilà, c'est parti, on y va. La caverne de Lascaux, dans la vallée de la Vézère, à 2 kilomètres de la petite ville de Montignac, n'est pas seulement la plus belle, la plus riche des cavernes préhistoriques à peinture, c'est, à l'origine, le premier signe sensible qui nous soit parvenu de l'homme et de l'art. Avant le Paléolithique supérieur, nous ne pouvons dire exactement qu'il s'agit de l'homme. Un être occupait les cavernes qui ressemblaient en ce sens à l'homme. Cet être, en tout cas, travaillait. Il avait ce que la préhistoire appelle une industrie, des ateliers où l'on taillait la pierre. Mais jamais il ne fit œuvre d'art. Il ne l'aurait pas su, et d'ailleurs apparemment, jamais il n'en eut le désir. La caverne de Lascaux, qui date sans doute, sinon des premiers temps, de la première partie de l'âge auquel la préhistoire donna le nom de Paléolithique supérieur, se situe dans ces conditions au commencement de l'humanité accomplie. Tout commencement suppose ce qu'il précède, mais en un point le jour naît de la nuit, et ce dont la lumière à Lascaux nous parvient est l'aurore de l'espèce humaine. C'est de l'homme de Lascaux qu'à coup sûr, et la première fois, nous pouvons dire enfin que faisant œuvre d'art, il nous ressemblait, qu'évidemment, c'était notre semblable. De la multitude des humains rudimentaires encore, antérieurs au temps où cette ronde animale se forma, nous avons trouvé des traces. Mais ce sont en premier celles des corps que, matériellement, furent ces êtres voisins de nous. Leurs ossements, s'ils nous sont parvenus, nous en communiquent les formes desséchées. De nombreux millénaires avant Lascaux, quelques 500 000 ans sans doute, ces bipèdes industrieux commencèrent de peupler la Terre. En dehors de ces os fossiles, nous n'avons d'eux que des outils qu'ils nous laissèrent. Ces outils prouvent l'intelligence de ces anciens hommes. Mais cette intelligence, encore grossière, ne se rapportait qu'aux objets que sont les coups de poing, les éclats ou les pointes de silex dont ils se servirent. À ces objets ou encore à l'activité objective qu'ils poursuivent de cette manière. Jamais nous n'atteignions, avant Lascaux, le reflet de cette vie intérieure dont l'art, et l'art seul, assume la communication et dont il est, en sa chaleur, sinon l'expression impérissable, du moins la durable survie. Waouh! Eh ouais, eh ouais. Et c'est ça qu'on ressent quand on visite Lascaux. Nous ne pouvons admettre à la légère ce qui atténuerait le sens de ces peintures. Nous devons nous représenter leurs auteurs autrement que nous y engage l'habitude reçue. Pourquoi en douterions-nous? Ces hommes de l'âge aurignaciens ne durent pas être moins gais, moins rieurs et moins sensuels que des Tibétains. Nous ne savons presque rien d'eux, c'est vrai. Mais pourquoi leur attribuer un sérieux qui nous appartient? Le rire des hommes commence bien en quelques points. Le rire du néandertalien est douteux, mais l'homme de Lascaux riait, à coup sûr. Et nous oublions l'agrément, et nous oublions l'allègement que dut être un rire naissant, justement. Il nous faut, pour l'oublier, tout le sérieux de la science. Tantôt, nous voyons l'homme de ces temps serré dans l'étau de la misère, du moins de la nécessité. Tantôt, nous le prenons pour un enfant. Nous n'hésitons pas non plus à le rapprocher du moderne primitif. Ces diverses représentations ont en elles-mêmes un sens quelconque, du moins pour les dernières d'entre elles. Mais nous devons sortir des unes et des autres. La naissance du jeu. Deux événements décisifs ont marqué le cours du monde. La première est la naissance de l'outillage ou du travail. Le second, la naissance de l'art ou du jeu. L'outillage est dû à l'homo faber, à celui qui, n'étant plus animal, n'étant pas tout à fait l'homme actuel, c'est par exemple l'homme de Néandertal. L'art commença avec l'homme actuel, l'homo sapiens, qui n'apparaît qu'au début du temps paléolithique supérieur, à l'Aurignacien. La naissance de l'art doit elle-même être rapportée à l'existence préalable de l'outillage. Non seulement l'art superposa la possession d'outils
et l'habileté acquise en les fabriquant ou en les maniant, mais il a par rapport à l'acuité mais il a, pardon, par rapport à l'activité utilitaire, la valeur d'une opposition. C'est une protestation, en fait, contre un monde qui existait, mais sans lequel la protestation elle-même n'aurait pu prendre corps. Ce que l'art est tout d'abord, et ce qu'il demeure avant tout, est un jeu. Tandis que l'outillage est le principe du travail, déterminer le sens de Lascaux, j'entends de l'époque dont Lascaux est l'aboutissement, est apercevoir le passage du monde du travail au monde du jeu, qui en même temps est le passage de l'homo faber à l'homo sapiens, physiquement, de l'ébauche à l'être achevé. Et pour terminer, quelques mots sur la place de Lascaux dans l'histoire de l'art. Ce qui distingue en général les images de Lascaux est qu'elles s'intégraient dans des rites. Nous ne connaissons pas ces rites, mais nous devons penser que l'exécution de ces peintures en constituait l'une des parties. Tracer une figure n'était peut-être pas isolément une cérémonie, mais c'en était l'un des éléments constitutifs. Il s'agissait d'une opération religieuse ou magique. Les images peintes ou gravées n'avaient sans doute pas le sens de décoration durable, qui leur fut expressément donné dans les temples et les tombeaux d'Égypte, comme dans les sanctuaires de la Grèce ou de la chrétienté du Moyen Âge. L'enchevêtrement des figures, si elles avaient eu cette valeur, n'aurait pas été possible. L'enchevêtrement signifie que les décorations existantes étaient négligeables au moment du tracé d'une image nouvelle. À ce moment, il n'importait que secondairement de savoir si la nouvelle en détruisait une autre plus ancienne, et peut-être plus belle. Le souci d'un effet d'ensemble se fit jour à Lascaux, dans l'ordonnance de la grande salle ou du divercule, mais à coup sûr en second lieu. L'opération répondait seule à l'intention. La majesté de la caverne apparut par la suite comme un don du hasard ou le signe d'un monde divin.